Bonjour à tous. Aujourd'hui, 24 avril 2019. Cette fois-ci, c'est pas moi qui vais commencer, c'est Mickaël que je vais laisser interviewer en fait. Voilà, donc je vais le laisser commencer. Allez, Mickaël. Donc aujourd'hui, tu as un sujet qui est très intéressant, qui est certainement aussi, qui peut être sujet à polémique, mais ça fait partie de ce qui nous concerne, nous, la société, puis le monde en général. Donc tu vas parler du terrorisme occidental, et voilà, comme on a coutume de le voir souvent, alors, par le biais des, je sais pas, journaux télévisés, les nouvelles, réseaux sociaux, etc. Bon, des attentats par-ci, par-là, des bombes, on dit ah, là, les islamistes, Al-Qaïda, etc. C'est ça. Et toi, tu vas essayer de montrer qu'il y a peut-être autre chose, peut-être de la part des Occidentaux et peut-être même de notre pays, ou des Américains ou d'autres, qu'il y a quelque chose qui sera orchestré de leur part à eux, une sorte de conflit provoqué. Que finalement, il n'y a pas les bons, les gentils occidentaux et les méchants islamistes, quoi que ce soit. Tu vas montrer que c'est beaucoup plus nuancé et qu'il y a des vérités dérangeantes. Ton propos, il porte un petit peu là-dessus. Voilà. Alors déjà, je vais rectifier un petit truc. C'est pas faux ce que tu as dit, mais c'est juste pour aller droit au but. C'est pas peut-être, c'est sûr. C'est sûr que malheureusement, les Occidentaux ont orchestré déjà des attentats pour s'en servir comme prétexte en fait pour déclencher des guerres. Des guerres qui ont différents motifs, hein. Ça pourrait être des motifs, sur la plupart du temps c'est souvent des motifs, enfin c'est des motifs économiques et des motifs énergétiques. Donc du coup, je voulais commencer par dire que c'est pas dans l'histoire, c'est pas que récemment que ça s'est fait. Voilà, moi j'ai des références, j'ai des bouquins qui en parlent et j'ai pas réponse à tout. Je vais survoler, c'est vraiment un survol que je vais faire, mais je vais essayer de parler de choses vraiment de cas concrets, Il y en aura plein d'autres, hein, il y en a plein d'autres à côté, mais je veux parler de cas concrets. Je voulais commencer par une petite introduction. Qu'est-ce qui m'a fait me poser des questions à une certaine époque? Tout à fait. Et ouais, donc je voulais commencer par ça. Il y a toujours un élément déclencheur, quelque chose qui capte comme ça. Exactement, je pense, voilà, des fois il y a des gens qui n'en sont pas encore là, qui ne se poseront jamais des questions, et moi il y a quelque chose qui m'a fait déclencher, il y a eu un élément déclencheur, et c'est les attentats du 11 septembre. Oui, Sur les attentats du 11 septembre. Alors moi quand j'étais plus petit, j'aimais beaucoup, en fait ça faisait rêver, les États-Unis, je vivais les films vraiment, enfin, c'était une vision fantasmée et tout, c'était génial. Alors, j'étais toujours très proche de mes origines, hein. Donc c'est pour ça que je pense que c'est aussi très bien d'avoir des vraies racines, de savoir d'où on vient, parce que je me suis toujours dit, voilà, moi je suis espagnol, pourtant je vis en France, j'aurais très bien pu me diluer quelque part, mais non, espagnol. Et j'avais quand même, je dis, ouais, les États-Unis c'est cool et tout, mais je suis pas un américain, je suis un espagnol, moi. Je suis pas un américain, mais j'aimais quand même. Et du coup, je les défendais toujours un peu, puisqu'il est tout le temps dans leur cinéma, il y a tout le temps eu cette image de voilà, c'est des gentils, on va taper sur les méchants arabes, on va sur les méchants vietnamiens, donc c'est tout le temps les héros, ça fait rêver, c'est sûr. Sauf qu'à un moment, bon, arrivé à l'âge de 13, 14, 15 ans, ouais, mon cerveau il a commencé comme un petit peu à changer. Mais j'étais toujours un peu pour eux, je ne m'étais pas posé la question plus que ça. Et les attentats du 11 septembre arrivent, alors bien sûr que moi je mange ce qu'ils me donnent, je vois les attentats, je vois les super tours. J'avais vu en plus une bande dessinée sur Mario Bros qui était. Enfin, l'histoire se passait, c'était une bande dessinée, hein. L'histoire était entre les deux tours du World Trade Center. Donc je les avais connus à travers cette BD là et tout. Je me disais, ouais, c'est génial et tout, on les voit dans les films. J'ai vu la BD avec Super Mario, des tours trop cool quoi. Quand il les démonte, je me dis, non et tout, ces enfoirés, ils ont cassé des tours, ils les ont détruites, c'est pas possible et tout. Et un jour, j'étais à l'école avec un gars et tout, et je dis ouais, de toute façon et tout, les Américains ils ont raison, il faut qu'ils se défendent et tout. Et lui il me dit mais non, c'est pas ça, c'est eux qui mettent le bordel. Je lui dis mais comment ça c'est eux qui mettent le bordel et tout. Il me dit bah ouais, regarde à chaque fois c'est eux qui agressent et tout, c'est tout le temps eux qui font les guerres, machin et tout. Et, il me dit oh là-bas en Irak qu'est-ce qu'ils ont, tout ça, bon j'ai plus le détail exact de ce qu'il m'avait dit. Mais toujours est-il que je me suis dit, oh, il y en a un qui a un avis contraire à moi. Contraire, parce que j'entends souvent la plupart du temps, bah, les Américains c'est des gentils.
Et ah bon, il y en a un qui me dit qu'ils sont méchants. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça? Et vu que c'était un Algérien, je me dis peut-être, bah, juste parce qu'il est Algérien, forcément, il allait peut-être pas léser, mais ça me paraissait bizarre, parce que je me disais, j'en connais pas mal de Maghrébins, et ils n'avaient pas forcément une image mauvaise d'eux, au contraire, hein, ils s'habillaient en rappeur et tout. Bah, il n'y avait pas plus américain qu'eux, entre guillemets. Hein. Du coup, je me pose des questions. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser un peu plus au sujet. Je dis, il y a peut-être du vrai, il y a peut-être du vrai, c'est peut-être possible. Jusqu'à qu'un jour, je vois un gars qui était aux infos, il dit, ouais, nous les Américains, on est la police du monde, c'est nous, voilà, on est la police du monde, c'est nous qui devons gérer, on va régler ça et tout. À partir de là, je fais, ah ouais, non mais vous vous prenez pour qui en fait, hein? C'est là que je commence à me poser des questions. Alors j'ai commencé à dire, oulala, il y a peut-être qu'il y a anguille sous roche, il y a peut-être un truc qui va pas. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à me poser des questions et à changer cette vision qui était plutôt, ben, pour eux, je me disais c'est des gentils et tout, et au même titre que les Occidentaux, bon, par extension, on était plutôt gentils, ça je me disais. À partir de là, je me suis dit, ah, il y a quelque chose qui va pas. Et du coup, voilà, après, on va pas refaire tout l'historique, mais j'ai beaucoup creusé la question, et je suis devenu un anti-politique américain, pour le coup, mais bien corsé. Et ça m'a emmené voilà, à me poser beaucoup de questions sur le terrorisme. Et ça a débouché que pas sur juste les USA, mais sur l'Occident en général, que ce soit des crimes du passé. L'autre jour, quand je parlais de crimes de l'Amérique du Sud, Afrique aussi, hein, parce que là, c'est des continents, les continents sœurs, Africa et America, qui sont fait violer, hein, dans tous les sens du terme. Voilà, je me suis dit, il n'y a pas que les Américains non plus, en fait, il y a aussi les Occidentaux, et je suis bien conscient en étant, je suis espagnol et portugais, en étant conscient de ça, je sais très bien qu'ils ont pillé un continent en entier, sans compter le fait qu'ils ont été en Afrique aussi, mais bon, après, moi, je sais dissocier l'un de l'autre. Je veux dire, c'est pas parce on est espagnol qu'on est forcément conquistador. Je suis parti en Amérique centrale, j'ai parlé à des peuples qui étaient vraiment d'origine indienne, qui reprochaient vraiment aux Occidentaux d'être venus détruire. Et je leur ai dit, mais vous nous en voulez pas quand même, hein, moi j'étais pas là. Hein. Et il m'a dit, non, 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 c'est du passé, c'est pas toi qui étais là et tout. Bon, c'est comme si on traitait un Allemand de nazi. Et s'il n'était pas né, il n'a rien à voir là-dedans. Il faut juste être conscient des vérités. C'est facile, c'est évident dans le discours, et la plupart des gens sont là pour ça, et pourtant, c'est vrai que souvent c'est un peu le contraire. Il reste des préjugés qui ont des racines profondes. Ouais. Je vais te couper 30 secondes, on a un petit chiffre pour que les gens puissent se représenter la chose par rapport aux États-Unis. Depuis la guerre de sécession, je crois, à peu près on démarre de là à nos jours, je crois qu'il ne se passe pas 4 ans sans qu'ils soient dans un conflit de guerre. Voilà. Donc ça laisse imaginer. C'est un conflit la guerre de sécession, c'était les années 1860-70, je crois. Donc voilà, ça fait réfléchir. Il ne se passe pas 4 ans sans qu'il y ait un conflit donc entre États-Unis et un autre pays. Voilà. C'est ça. À méditer. À méditer, et voilà, tu as tout dit. Du coup, donc voilà, je pense qu'il faut être conscient de certaines choses, et comme tu l'as dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Si j'aimerais tout le temps les conflits, c'est forcément il y a des intérêts. Donc j'ai vu que les États-Unis étaient pour la plupart du temps, étaient très souvent en fait coupables c'est eux qui initiaient en fait les guerres, et ils n'hésitaient pas en fait à déclencher des actes terroristes pour justifier des attaques. Il y a eu, je cite un exemple, je vais carrément lire un petit passage, qui n'est pas si petit quand même, mais voilà, ça va faire 2 pages. Je vais vous le lire, comme ça ce sera clair. C'est tiré, que je donne mes sources, d'un livre de Roger Garaudy, c'est le terrorisme occidental. Donc moi, ce sera le nom de mon thème, parce que je n'ai pas trouvé mieux en fait. Voilà, c'est clair, c'est précis. Donc je vais vous lire ça. Ça traite surtout du 11 septembre en fait. Hein. Dès le lendemain de l'attaque contre le World Trade Center et le Pentagone, la Maison Blanche rendait publique sa version des faits. Il s'agissait d'un épisode de la guerre d'Afghanistan. Ben Laden avait organisé un réseau terroriste de pirates de l'air composé d'Afghans et de musulmans de tous les pays, y compris d'émigrés en Amérique, en Europe, tout décidé à porter la guerre sainte sur le territoire des États-Unis.
Il s'était pour cela emparé de 4 avions de ligne et en les détournant de leur plan de vol, il s'était servi comme de missiles de croisière capables de détruire le World Trade Center à New York et le Pentagone à Washington en s'écrasant sur leur objectif. Ces versions des faits permettaient de justifier devant l'opinion l'interminable traque de Ben Laden et d'intensifier les bombardements aériens sur l'Afghanistan. Elles permettaient aussi de mobiliser la haine des Américains contre l'islam en général, volontairement confondu avec l'islamisme. Enfin, depuis l'effondrement de l'URSS, déclaré par Ronald Reagan, empire du mal, entre guillemets, les dirigeants américains avaient trouvé une nouvelle cible, l'islam, à son tour proclamé empire du mal. L'extension de l'islam dans le monde entier, comme autrefois le communisme, fournissait aux États-Unis un prétexte pour intervenir en tous les points du globe. Cela justifiait les interventions non seulement au Proche-Orient, mais aussi en Asie et en Afrique, comme celle qu'ils avaient faite en 1965 en commanditant en Indonésie le coup d'État de Suharto qui massacra 800 000 personnes. Mais cette version Ben Laden était absolument intenable. Même techniquement, comme l'ont montré au cours d'un débat approfondi 200 pilotes de ligne et pilotes militaires américains. Alors 1. Une opération de cette envergure ne pouvait être réalisée avec une telle précision que par des pilotes professionnels hautement qualifiés pour suivre une trajectoire aussi rigoureuse à une vitesse de 1 Mach, c'est-à-dire 1000 km/h, et percuter avec précision un objectif qui, à l'altitude normale de vol de ces gros transporteurs, présentait la taille d'un crayon. 2. Une opération si parfaitement réussie suppose une connaissance des règlements, des interdits, des codes secrets dans un ciel dont chaque mètre carré est surveillé par la sécurité militaire de la CIA. 3. Aucun de ces services de sécurité n'est intervenu au cours de l'attaque. Les avions de chasse en alerte constante pour un décollage immédiat, afin d'abattre tout avion suspect survolant le district de Columbia, n'ont reçu aucun ordre. 4. Dans le cadre des recherches faites par les Américains pour combattre le détournement d'avions ou le piratage d'avions, les États-Unis disposent d'un système permettant de paralyser le plan de vol de l'appareil visé et de le télécommander, soit pour l'abattre, soit pour lui imposer un parcours. Il n'y a donc besoin d'aucun pilote, ni d'aucun pirate ayant pris sa place lors du crash. Tout était synchronisé ou, comme dit le rapport, chorégraphié, par télécommande à partir d'un AWACS. La conclusion des pilotes est nette. Tout cela implique de très hautes complicités dans l'appareil gouvernemental, l'armée et les services de sécurité. Nous avons affaire à une haute trahison, à une conspiration. Ce n'était pas la première fois que la CIA, des militaires de haut rang et des dirigeants politiques organisaient ainsi une provocation pour obliger la population à accepter l'idée qu'il fallait faire une guerre à outrance. À Cuba, après l'échec du débarquement de la baie des Cochons, les chefs de l'armée et de la CIA, qui trouvaient la politique de Kennedy trop molle à l'égard de Fidel Castro, ont proposé au président d'organiser des provocations à Guantanamo, des manifestations de rue, des sabotages allant jusqu'à faire couler un navire de guerre américain dans la rade, même prétexte que celui brandi en 1898 pour déclarer la guerre à l'Espagne. Ce n'était donc pas la première fois. Voilà, c'est un tout petit résumé. Et par rapport à, donc là tu cites donc Roger Garaudy, voilà. terrorisme occidental, ça commence donc, par ça. Là, donc quand on parle d'histoire d'historien, donc en l'occurrence je parle pas de ce genre d'historien qui essaye d'aller à l'encontre de l'opinion communément admise. C'est du révisionnisme, voilà. C'est de la révision. Mais je veux dire que l'histoire, il y a un principe qui dit que l'histoire dépend toujours de ceux qui l'ont écrite, y compris des vainqueurs. C'est pas souvent des vainqueurs en fait. Si on avait, même par le passé, quand on a des récits, je sais pas, sur les croisades, tout ça, ouais. On a des récits historiques. Je dis pas qu'il faut la remettre en cause, mais il faut toujours se dire, on n'a peut-être jamais toutes les versions de ce qui s'est passé, et c'est celui qui est vainqueur et qui va expliquer les choses un peu à sa façon. C'est ça. De même que les guerres dont tu parles, où on soulève un peu les peuples entre eux finalement. Oui, la guerre à l'Espagne, parce qu'il y avait l'époque, c'était la dernière possession espagnole aux États-Unis, enfin en Amérique, c'était Cuba. Les Cubains voulaient leur indépendance. Les Américains voulaient vraiment que les Cubains prennent leur indépendance pour pouvoir de toute façon avoir une main sur Cuba. Ils n'étaient pas bêtes. Le leader cubain qui est espagnol, José Martí, lui ne voulait pas des Américains, il ne voulait pas de l'aide des Américains, il voulait se libérer par lui-même. Il est espagnol pourtant, mais il n'était pas d'accord avec ce qu'il faisait là-bas à Cuba. Il se sentait quelque part cubain, il vivait là-bas, et il voulait que Cuba soit libre. Surtout que les Espagnols, à cette époque-là, ils étaient quand même, ils étaient durs. Du coup, il voulait libérer ça, il voulait que Cuba soit libre. Les Américains voulaient leur donner un coup de main, lui il ne voulait pas, parce qu'il savait que derrière, ils avaient un propre intérêt. Mais du coup, les Américains ne voulaient pas de guerre contre l'Espagne, et
ils ont déclenché un attentat, ils ont fait exploser un bateau pour dire pour faire comprendre à l'opinion publique qu'il fallait y aller, quoi. Dire, regardez, ils ont fait exploser un bateau, il faut ça galvanise les gens ont envie d'y aller, et du coup c'est comme ça que ça a marché. Ils ont donné un coup de main aux Cubains qui étaient sur place pour virer l'Espagne. Mais le prétexte, sous prétexte. Comme un peu le débarquement, le fameux débarquement en Normandie, par rapport à la Seconde Guerre mondiale, tout ça. Bon, effectivement, ils en étaient là, mais c'est pas du philanthropisme au final. Ah non, jamais. C'est les intérêts financiers. Les États-Unis à l'époque ont prêté, ont financé de l'armement, même dans le camp adverse. Bon, donc une fois que la guerre était finie, il fallait reconstruire. Ils ont refait des prêts donc, à crédit, donc la France et d'autres pays devaient. Donc c'est aussi, voilà. Ils ont voulu mettre même la France sous tutelle, hein, si De Gaulle n'était pas là pour se faire entendre. Ouais, la France aurait été comme elle l'est un petit peu aujourd'hui, mais ça aurait été vraiment un pays sous tutelle, les Américains. Et ce que tu montres, c'est capital de dire, il n'y a pas les mauvais à gauche et puis il y a les gentils qui sont là, qui se font intégrer. C'est plus complexe que ça. Voilà. Donc c'est intéressant, effectivement. C'est plus complexe que ça. Après, il faut savoir aussi c'est qui a une tendance à initier les guerres. Et là, pour le coup, les États-Unis et l'Occident, ils aiment bien initier. Ça ne veut pas dire que les autres sont des saints, mais ceux qui font quand même les plus gros dégâts, c'est bien eux. J'aime bien répéter que Nagasaki, Hiroshima, c'est bien les Américains qui ont lancé des bombes atomiques. Hein. Ça ne veut pas dire que les Japonais étaient saints non plus. Hein. Mais je veux dire, ils l'ont balancé sur des populations c'était des civils. Oui. On sait très bien que quand la guerre du Vietnam pour les Américains elle est perdue, il y en a beaucoup qui s'amusent à balancer des bombes au napalm sur les écoles. Donc voilà, ça c'est parlant. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, l'histoire est souvent écrite par les vainqueurs. Et des fois, tu as le droit de te poser certaines questions, de faire un peu de révisionnisme, parce que quand on dit... à ne pas confondre avec le négationnisme, parce que c'est une dérive, le négationnisme. On le voit par exemple des historiens qui s'amusent à dire, je sais pas moi, que les camps n'ont pas existé, tout ça. C'est deux termes différents. Oui, mais tu es en droit de te poser la question. Voilà, mais c'est deux termes qui n'ont pas la même ampleur. Exactement, bien sûr. Chaque mot a un mais sens. Faire la négation pour la négation... Révisionnisme, je pense qu'il est plus objectif, à mon avis, comme son sens. Oui. Là, mais après, des fois, le problème c'est que quand il y en a, ils sont révisionnistes, on les traite de négationnistes. Et le problème, il est là aussi. Hein. Négationniste, c'est par exemple, je dis, ah non, il n'y a jamais eu de bombe au napalm, c'est un photomontage. Exactement. Là, je suis négationniste. Exactement. Révisionniste, j'essaie de dire, attention, cette guerre Vietnam, quel est son vrai motif. Ouais. Voilà, c'est pour... Mais on peut vachement vite te traiter de négationniste, puisque tu révises. Elle est fine, mais vu qu'elle est fine, ça va très vite en fait pour te faire basculer de l'un à l'autre. Tu vois, et tu peux avoir une mauvaise réputation rapidement, puisque tu remets des choses en cause. Et pourtant, tu as le droit. Et du coup, quand tu as dit que l'histoire a été écrite souvent pour les vainqueurs, c'est des bribes d'informations que j'ai, mais apparemment la bataille de Marathon, qu'on dit courir le marathon, c'est parce que les Perses étaient venus en Grèce pour une bataille et qui sont repartis en courant en fait, hein, parce que les Grecs les avaient battus, tout ça. Et apparemment, ça s'est pas passé comme ça. Il y en a il y avait un Grec qui avait voulu renverser, il me semble, le régiment en place, qui était parti en Perse, hein, pour lui dire, écoutez, vous pouvez venir et tout, on va renverser. Ils sont quand même venus, mais sauf que il me semble que c'était un roi grec et le roi de Perse, ils se connaissaient très bien. Et en fait, il n'y a rien eu, quoi, alors que les Perses sont repartis. Il n'y avait aucun souci. Et tout de suite, certains ils ont détourné ça, ils ont dit, regardez, on leur a mis une tollée aux Perses. Finalement, de toute façon, c'est mieux comme le monde, ce principe-là, effectivement, c'est... Voilà. Donc l'histoire est faite par les vainqueurs, les vrais motifs, et maintenant c'est toujours actuel. C'est peut-être ce qui est problématique, c'est que le schéma qui orchestre les guerres, que ce soit il y a 2000 ans, comme tu l'éclairais et tout ça, ou maintenant... Ça se reproduit, hein, c'est quasiment la même chose. C'est encore tout à fait actuel et ça pose question. Et ton propos, il porte dessus pour essayer d'aller gratter la surface et d'aller peut-être soulever un lièvre, comme on dit. Hein. Ouais. Et tu n'es pas le seul à avoir ce genre de discours et peut-être que ça peut amener des gens à dire... Ah oui, effectivement, alors, sans verser dans une théorie du complot excessive, mais avec son juste milieu qui est peut-être nécessaire pour que chacun prenne un certain recul par rapport à ce qu'il voit, ce qu'il entend, les informations, les médias, etc. Exactement, prendre un recul, c'est ça qui est super important, c'est pas on sort la chaîne comme ça, on nous dit il s'est passé ça, c'est comme ça. Non, ayez du recul
sur l'information, parce que c'est super important. Là, après, j'en viendrai à la guerre en Irak. Tout de suite, on se dit, bah voilà, Saddam Hussein, il a des armes de destruction massive. C'est très bien que les Américains aient fait la guerre là-bas, sauf que c'est faux. Ils disent ce qu'ils veulent. Ils n'ont jamais eu d'armes de destruction massive. Ils en ont pas eu. Alors tout de suite, si jamais on gobe ça, comme on nous le sert, bah, ça a l'air logique d'aller faire la guerre là-bas. Le problème, c'est que la formation, bah, on nous la tourne comme eux ils veulent, et que nous, on la comprenne, quoi. Il faut se dire que les journaux, la plupart des grands journaux, c'est des multinationales qui détiennent. Du coup, ils ont certains intérêts à ne pas te diriger sur la vérité, dans le chemin de la vérité. Donc ils ont intérêt à te détourner. Du coup, voilà, prendre du recul sur l'info. Moi, personnellement, là, j'ai un autre bouquin, hein, parce qu'après, je vais en venir aussi, mais Investigue Action, j'en fais la pub. C'est belge, c'est sur Internet, ils ont un site. Là, pour le coup, vous avez vraiment des journalistes qui cherchent à faire du journalisme. Tu connais un journaliste du nom de Michael Moore, puisque c'est lui qui a... Oui, bien sûr. J'ai vu déjà Fahrenheit, je sais plus. Puis quand tu parles de la guerre en Irak, Oui, lui, il a écrit là-dessus, puis il a remis en question un peu, même le 11 septembre, il a dérangé beaucoup. Exactement. Je me suis un peu posé la question, honnêtement, je me suis dit, il a encore envie, parce que je me suis dit, on va l'assassiner ce type-là, en fait. Ouais, mais c'est peut-être un peu trop gros si jamais on devait le tuer, donc du coup, voilà, parce il s'est quand même fait connaître et tout, mais il est toujours vivant. D'accord. Il est toujours vivant. Donc oui, c'est vrai que c'est prendre certains risques de dire la vérité. Donc du coup, voilà, quand je parlais des attentats du 11 septembre, je vous dis voilà, quand même attention. C'est sûr qu'on n'a pas le droit de le dire, on n'a pas le droit de se poser des questions. Le gouvernement, il me semble que c'était Valls, a dit ceux qui remettent en cause les attentats du 11 septembre, c'est les mêmes qui renient la Shoah, c'est les mêmes qui, je sais plus, en gros, voilà, on était... Donc là, on retrouve cette espèce d'amalgame volontaire entre le révisionniste et le négationniste. Exact, c'est pour ça que le flou. Voilà. Exactement ça que je t'ai dit, t'es vite passé de l'autre côté parce qu'on a vite fait de te taxer de ça, alors qu'en fait tu dis juste mais moi j'ai le droit d'avoir mon opinion. Il faut se dire une chose, quand il y a eu les attentats du 11 septembre, il y avait le Pentagone, il y a beaucoup de spécialistes qui ont dit mais un avion on n'aurait jamais pu faire ça, il y a un problème. Et du coup même moi sur les chaînes télévisées quelques années plus tard j'ai vu que c'était un missile qui était parti du Pentagone. Donc c'est énorme quand même, te dire que c'est un avion, et pour quelques années plus tard te faire voir, mais à la télé en plus, c'est vraiment eux qui t'ont fait voir que c'était un missile. Bah, c'est vraiment prendre les gens pour des cons à un niveau, parce qu'ils disaient même qu'ils n'avaient pas trouvé les réacteurs. Je crois que c'est du titane, je crois la matière, c'est un truc vraiment, même dans un volcan, on pourrait laisser pendant un moment que ça ne fondrait pas. Ils disaient qu'ils n'avaient pas retrouvé les réacteurs de l'avion, mais qu'ils avaient retrouvé le passeport des islamistes. Alors, ils ont des très bons passeports au Moyen-Orient, hein, ça se peut qu'ils tiennent très 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 longtemps, mais à ce point-là, j'en doute un petit peu. C'est vrai, c'est toujours ce genre de détail très étrange, comme pour les attentats qu'il y a eu autour du Bataclan, il y a eu oui. stade, je sais plus C'était au Stade de France, voilà. À côté. Hein. Bon, ils avaient retrouvé, je crois, si je dis pas d'ânerie, l'empreinte digitale sur un doigt du terroriste pour pouvoir... Il y a un truc comme ça qui est aussi... je dire, ouais, bon... Non mais ils sont très costauds les terroristes, ils ont des super passeports et des super corps. D'un point de vue statistique, c'est pas 100% impossible, mais c'est extrêmement assez improbable. Donc effectivement, voilà, je dis... Voilà, avec ça, le coup du passeport, moi, il m'avait fait quand même bien marrer. C'est pas mal, c'est vrai que c'est gros. Voilà, et quand il y avait Dieudonné qui le disait, ça me faisait bien marrer. Colin Powell était venu avec une fiole, après qu'il y avait de la pisse dedans, on ne sait pas, en disant que dedans il y avait, c'était une substance chimique ou je sais plus et tout. Mais nous, même les gens qui voient ça à la télé, tu te dis, mais d'accord, tu viens avec une fiole, mais il y a quoi dedans? Comment je suis censé savoir que c'est un produit qui est dangereux en fait? C'est toi qui me le dis. Mais la plupart des gens, c'est ah bah oui, il vient avec ça, c'est du sérieux. Mais non, il a peut-être juste pissé dedans. C'est vrai que je détourne ça en foutant un peu de la gueule, mais c'est parce que c'est tellement énorme. C'est tellement énorme que voilà, faut prendre, c'est de l'humour noir qu'il faut faire avec ça en fait. Hein, parce que les gens les plus dangereux au final, c'est paradoxalement, c'est pas ceux qui orchestrent, c'est celui qui va suivre bêtement et... Enfin, c'est dangereux, t'as raison. Parce que celui qui ne fait pas, qui ne met pas en pratique un certain jugement et une certaine analyse des choses, qui prend tout pour argent comptant, en fait, c'est de lui dont il faut se méfier. Parce que c'est lui qu'on va envoyer quand on soulève des peuples, on fait se taper dessus des gens. Il y a le cerveau qui a pensé la chose, ouais. Mais
il jette un peu dans la mare finalement. Oui, oui, Et après, ça se bagarre tout seul. exactement. Et ce qui fait peur, c'est les gens qui suent Eh spontanément ben oui, parce que et qui ont le sens excessif, je dis bien, du patriotisme. bah, ouais, et Hein. c'est de la bêtise par extension. Donc en gros, il sort une connerie et les autres, c'est comme une onde de choc, une mauvaise onde de choc, Ouais, et les gens ouais. la reproduisent, et là ça fait mal. Et donc voilà, moi je dis qu'on a le droit de se poser des questions. Ça a enclenché quoi derrière? Ça a enclenché la guerre d'Afghanistan, un pays qui était déjà complètement ravagé. Enfin, voilà, soi-disant qu'il y avait des moudjahidines et tout. Faudrait se dire quelque chose, c'est que quand il y a eu la guerre russo-afghane dans les années 80, c'est les Américains qui ont armé les Afghans pour qu'ils puissent se défendre contre les Russes. Donc il y a toujours un intérêt, des choses. Alors du jour au lendemain, les Afghans, ils étaient gentils, bah oui, forcément, c'était contre l'URSS. Donc, et du jour au lendemain, c'est devenu des méchants. Alors les ennemis de l'époque, ça peut être les amis actuels et vice-versa. Ça change tout le temps. C'est vraiment... comme ça arrange, comme ça arrange. À l'époque, les méchants c'était les nazis, après c'était les Russes. Là, c'est comme dans le bouquin, là, je l'ai cité. Maintenant, c'est l'islam. Demain, ce sera peut-être les Portugais. Et si jamais on découvrait qu'il y avait une substance énergétique sous leur sol, ce serait eux, ce serait sûrement eux. Donc voilà, quelque chose qu'il faut se dire, le prochain ennemi, est-ce qu'il n'est pas inventé? Est-ce qu'il n'est pas inventé? Ça, c'est dangereux. Donc du coup, les attentats du 11 septembre produisent cette guerre en Irak, en Afghanistan, et par extension la guerre en Irak. Il faut savoir que Saddam Hussein, il était très bien là où il était très copain avec les Américains, Saddam Hussein. Tout allait bien jusqu'à qu'en fait, il fallait le détrôner, quoi. C'est bon, il fallait qu'il parte de là. Donc après lui, il s'est quand même défendu. Mais je veux dire, ils se sont retournés. Saddam Hussein, il posait pas de problème tant qu'eux l'avaient pas décidé. Hein, donc il n'y avait aucun souci. Après, je n'ai pas les détails exacts et tout, mais je sais très bien que Saddam Hussein était avec eux. Il n'y avait aucun souci. Il a été mis au pouvoir Il par eux. était mieux par eux. Exactement, tu vois. Donc voilà, au bout d'un moment, tant qu'il sert, c'est bon. Tant qu'il sert plus, c'est plus bon. Voilà, et du coup ils arrivent là-bas et ils tuent des milliers et des millions de personnes pour le pétrole, puisqu'il faut se dire c'est bien ça. Alors il n'y a pas que le pétrole, hein, mais les attentats du 11 septembre, c'est bien pour justifier le fait d'y aller. Donc les gens disent ah bah oui il faut y aller puisqu'ils vous ont tué des milliers de personnes. Allez-y, défendez-vous parce qu'ils sont dangereux ces gens, ça fait de l'émotion, ça crée de l'émotion. On voit ça, on dit tout de suite on peut être attaqué. Du coup, voilà, l'opinion était plutôt pour eux. Il y a des pays qui se sont retirés, et c'était bien fait. Jacques Chirac, il avait eu le courage, je ne veux pas dire les couilles, de dire non, moi j'y vais pas. Et ça avait même fait du boycott sur le fromage et tout. Enfin, un truc, c'est vraiment de la folie. Et du coup, voilà, donc ils ont tué des milliers de morts pour le pétrole, pour redessiner le Moyen-Orient aussi, parce que ce n'est pas juste énergétique, idéologique. C'est aussi on redessine la carte du Moyen-Orient aussi. Hein. Donc il y a un projet qui est là depuis très longtemps, parce que Israël, il faut qu'il s'agrandisse. Ça aussi, il faut le dire. Alors attention, parce que là, comme je parlais de pente glissante tout à l'heure, entre révisionnisme, négationniste, là, si tu es anti-Israël, tu es anti-juif. Ça, c'est une autre pente aussi. Tu es vite taxé d'antisémite. Antisémite, chose qui est complètement con, puisque les sémites, c'est ceux qui vivent au Moyen-Orient. Antisémite, c'est être anti-palestinien aussi. Le terme a pris un sens ciblé sur finalement le judaïsme, mais c'est plus large. C'est beaucoup plus large. Même ça, ils sortent des mots, ça fait très beau, hein, ça fait classe. Hein. Le gars il arrive, il sort de son petit quartier chic de Paris bourgeois, il te dit tu es antisémite. Hein, mais ça, oui, non, mais moi je suis pas antisémite, parce que si jamais je suis antisémite, je suis anti-palestinien aussi. Donc c'est complètement con. Ça aussi, c'est des mots qu'il faut savoir. C'est vrai que ça en jette de le balancer, mais en fait ça veut quasiment rien dire. C'est un peuple, les sémites, c'est pas qu'une religion. Du coup, voilà. Quand je parlais de création d'État, d'un grand Israël, attention, qu'on n'aille pas me dire t'es anti-juif et tout. J'ai aucun problème avec les juifs. J'ai mon prof de jiu-jitsu brésilien, c'est un juif qui est super sympa. Et il y a des juifs qui sont contre ça, ça aussi il faut se le dire. Il y en a, ils sont pas du tout d'accord. Et ça, c'est des gens, franchement, de la grande classe. Moi, je les estime beaucoup, parce qu'ils sont pas beaucoup. Ils doivent se faire insulter par les sionistes. Ils doivent se faire beaucoup insulter. Ces gens-là, donc courage. Franchement, je serais les premiers à les défendre. Quand tu dis que les méchants, mais c'est ça, le méchant, à un moment donné, il a peut-être été le gentil d'avant, ou vice-versa, en fonction des circonstances et des intérêts de chacun. Exactement. Et quand donc ça, je tire ça de sources de livres dont je n'ai plus l'auteur, mais je lisais beaucoup de bouquins, notamment quand j'étais étudiant. Et un truc qui m'avait marqué, des livres un petit peu comme tu lis toi, avec des gens qui montrent d'autres facettes de l'histoire, et qui disaient que quand l'État d'Israël s'était créé,
il y a eu beaucoup, il n'y a pas que chez eux, mais quand la Seconde Guerre mondiale était officiellement terminée, Ouais. beaucoup de chefs nazis étaient partis aux quatre coins du monde, Ouais. En aussi Amérique du au Sud, il y en Bolivie, avait au pas Pérou, mal. tout ça, notamment Barbie était parti là-bas. Ouais. Mais par exemple, l'État d'Israël a dit qu'il faut qu'on ait aussi notre propre service de renseignement, notre propre militaire, Le etc., Mossad. l'armée, tout ça. Et ben ils ont aussi réquisitionné d'anciens SS. Je dis, attends, c'est pas possible. Mais il ne faut pas confondre le peuple qui a été victime et des gens qui par stratégie, sont prêts à comment dire, passer outre Bien sûr. les principes moraux, etc., Bien sûr. pour leur avantage. Ça, c'est des choses, quand tu lis un truc comme ça, tu dis, attends, c'est dingue de lire un truc pareil. Ouais. Voilà, je le dis pour nouer un peu aussi dans ton sens, parce que c'est des vérités qu'on appelle dérangeantes au final. Oui, bien Donc j'ai sûr. pas la preuve que c'était le cas, mais je veux bien croire que l'histoire est plus complexe, c'est ce que tu apportes aujourd'hui, donc pourquoi pas accepter aussi des choses comme ça, dérangeantes, mais peut-être des vérités historiques. Bien sûr, parce que je sais que la vérité elle peut parfois faire mal, hein, on le sait, des fois, il y a des choses qu'on ne pourrait pas savoir, mais c'est ce que c'est. C'est ce que c'est. Alors, se voiler la face, ça va 5 minutes, mais est-ce qu'on ne reproduit pas derrière, comme tu l'as dit tout à l'heure, avec des discours patriotiques, des gens qui reproduisent le même mal et qu'est-ce que ça peut faire derrière? Alors autant être conscient, enfin je veux dire, c'est ça aussi la liberté, parce que on t'enchaîne en fait, en te disant comment tu dois penser, c'est de l'esclavage. C'est une forme d'esclavage, c'est de l'esclavage intellectuel, c'est de l'esclavage de pensée, et ça c'est pas bon. Du coup voilà, on part en Irak pour redessiner le Moyen-Orient, pour piquer du pétrole, hein, parce que les Américains ils ont du pétrole, mais c'est bien d'en avoir un peu plus sous le coude, c'est très bien. Voilà, maintenant l'Irak, c'est tout mort, hein, apparemment, c'est tout pourri, ils ont dû mettre un autre pantin à la place, enfin c'est moche. Et là, on en arrive à la crise en Syrie, puisque c'est celle qui dure déjà depuis plus de 5 ans déjà. Avant 2000, c'était 2013-2012, hein. La Syrie, ouais, ça a Toujours commencé à d'actu. faire quelques années. Ça fait déjà. Ouais, J'étais en train de penser à l'Irak là, parce que depuis 2002, Ouais. 2001, pour me dire avec les attentats, mais au final, l'Irak a aussi été en guerre dans les années 90. C'est des pays qui ont quand même, qui ont morflé quand même au final, hein, quand on regarde le nombre de guerres et d'années que ça a duré. Si on met la guerre du Koweït, hein, finalement, Ouais. et après, parce que la guerre elle s'est enlisée en Irak. Je sais même pas où sont actuellement, honnêtement, comment c'est. Oui, bah eux ils savent, hein. Mais bon, Mais on ça entend. a duré un moment, quoi. Je veux dire, Ça a duré un moment. Ouais. Ça a duré un moment. Et du coup, voilà, ça nous a emmené à la guerre en Syrie, hein, qui s'use. Alors tout de suite, bien sûr, on va arriver, on va dire, Al-Assad, c'est un dictateur, faut le faire tomber et tout. Bah, ça, c'est ce qu'ils nous vendent, bien sûr, à la télé. Je voulais juste faire un petit aparté. C'est vrai que j'ai passé un sujet que je voulais qui me tenait à cœur, parce que lui, je l'ai vraiment dans mon collimateur, ou peut-être même les deux. Obama sera plus lié à la Syrie, forcément, mais j'ai oublié un acteur principal dans la guerre en Irak et en Afghanistan, c'est George Bush. Vraiment enfin franchement, comme j'allais dire des mots, mais c'est trop violent, mais vraiment un mec, il a vraiment un handicap mental, le gars, hein, c'est vraiment c'est vraiment un con en fait, hein. Le mec il vient de nulle part, j'avais pris un bouquin sur lui, ce qu'il faut se dire c'est que ce gars là c'est un fils à papa, puisque George Bush père, lui ça a été un des directeurs de la CIA, donc ils l'ont mis au pouvoir, parce que quand on se dit guerre, Irak, machin, George Bush il orchestrait rien, hein, c'est vraiment qu'un pantin, c'est un con. je pense son père, et je prends pas tout la défense du père, attention, mais je pense que c'était pour moi, à mon avis, un sacré salaud aussi quand même. Bien sûr. Mais il avait plus de bouteilles, Ah ben si je peux dire comme ça, et sans vouloir lui envoyer une fleur. Hein, mais exactement. Effectivement que le fils. Exactement. Voilà. Alors que moi, je suis contre Bush père, hein, autant que le Bush fils. Mais quelque part, on me dit, bah, il a travaillé pour la CIA, c'est quand même quelqu'un qui a du cerveau. Il y a des connards intelligents, hein, Mais de toute façon, faut le reconnaître. Hein. les pires salauds, ça a rarement été des cons dans l'histoire. Exactement. Donc le mec, il peut très bien être intelligent, être un enfoiré. C'est le cas de Bush père. Mais Bush père, voilà, et, il venait, c'était un directeur de la CIA et tout, c'était une ordure, mais c'était quelqu'un. Il avait sous le chapeau, effectivement. Voilà, exactement. Et c'est ça qui est dangereux aussi. Et son fils, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le gars c'était un ancien alcoolique. Hein. Il avait très bien dit, Hugo Chavez, et c'est la vérité, c'est un ancien alcoolique, qui est arrivé au pouvoir. Enfin, donc son père était très riche, hein, il avait fait de la fortune c'est les Texans, dans le pétrole et tout. Son père lui avait donné de l'argent pour ouvrir des boîtes, puisque c'est un fils à papa de toute façon, et il les a toutes fait couler.
Donc le mec, non seulement il est con, mais en plus il est incompétent. C'est tout son papa qui lui servait tout sur un plateau. Le mec, voilà, c'est un alcoolique, il sert à rien d'autre, quoi. Il sait même pas manger un bretzel, il a fallu s'étouffer avec. Donc c'est quand même balèze, il sait même pas où était la France sur la carte. Le mec il dit oui, mais bon, les Américains, ils y pensent pas trop, parce que comme on tourne la map, on voit l'Amérique et l'Amérique en premier, quoi, machin et tout. Non, désolé, le président, il doit savoir où est la France. Et même nous, on doit savoir où est la France. Voilà. Donc un président, je t'en parle Il y a même pas. quelques fondamentaux essentiels comme ça qu'on Voilà, on voilà. pourrait penser que les gens ont ces acquis Quand même, je te dis pas de- d'instruction, mais bon voilà. Voilà, donc un président des États-Unis, attention, il la passe, hein, faut quand même le faire, si tant est qu'il arrive à savoir manger. Parce que le gars, il s'étouffe avec des bretzels tout seul, ça peut arriver, mais ça participe au fait qu'on se dise il est vraiment con le type. Donc il a renversé toutes les boîtes que son père lui avait données, hein, lui a offert. Hein. Il a tout fait. C'est moi, je connais capoter. quelqu'un d'autre qui est également président et des États-Unis et qui a un parcours qui n'est pas non plus extraordinairement glorifiant, ça serait Trump, parce qu'il y a aussi un appui du père. Il y a aussi un appui du père. Il y a Et aussi un appui du père. la qualité, la compétence de gestion d'entreprise et le sens du business, c'est plus le père qu'il avait que lui. Ouais, Il a ouais. été mis en place. Il avait Mais déjà par des la suite, rails. ces boîtes, c'était pas folichon. Enfin, je ne connais pas son histoire, mais Oui, je fais un parallèle parce que manifestement, t'as raison. ce personnage Trump, pour moi, il y a une espèce de dédoublement de bouche. Hein. Je vois un peu du bouche en lui. Dans une Bon, après, forme Bush, de- c'est vraiment le rat, c'est vraiment le rat du sol. Hein. Au moins, je veux dire, Trump, si jamais je devais mettre un truc à son crédit, c'est que il cherche vraiment à mettre son pays au-dessus de tout. Il était même prêt à se désintéresser des guerres au Moyen-Orient, en Irak et tout, pour voilà, il n'a pas de s'occuper des autres et essayer de faire que son pays s'en tire le mieux possible. D'un côté, je veux dire, si jamais j'étais. Enfin, je préfère celui qui soit au pouvoir, avec une idée de dire on va pas aller massacrer des gens et de mettre son. Tu veux Après, mettre ton c'est pays en premier, effectivement- moi je t'offre très bien, vas-y. S'il peut s'extraire, lui, son pays des guerres Il a voulu le au faire, Moyen-Orient. on le laisse pas. On le Et laisse en pas. même temps, s'il pouvait ne pas vouloir construire un mur, enfin, etc., voilà. Ah J'en oui. j'en connais pas assez sur le sujet, Oui, oui. mais encore une fois, cette image que c'est jamais tout blanc, tout noir. Voilà. Donc il y a des bons côtés il y a des bons côtés pour Trump, comme il y a des mauvais côtés. La différence, c'est qu'il est assez intelligent pour pouvoir s'opposer à certaines choses. Bush, c'est vraiment très dangereux, puisqu'il y avait des gars qui étaient derrière, et lui ne savait absolument rien faire. C'est ça qui est donc, c'était vraiment la voix des multinationales derrière. Donc c'est ça qui était très dangereux. Le 11 septembre, c'est arrivé pendant la présidence de Bush. Voilà. Donc voilà, ça c'est un fait. Et du coup, donc voilà, c'était juste pour souligner la gueule du président, quand même complètement con, et qu'en fait, par extension, à cause de lui, des milliers de personnes, des millions de personnes sont morts quand même. Hein. Donc voilà, ça fait quand même peur. Et après, on arrivera à Obama, puisque je vais parler un peu de la guerre en Syrie. Obama, c'est marrant, hein, président avec prix Nobel de la paix. Hein. Alors que le gars, il a du sang sur les mains de partout, il a tué des milliers de gens en série. Donc prix Nobel de la paix. Ça c'est génial. Donc voilà, je trouve ça vachement logique. Donc il y en a qui vont en prison pour moins que ça, mais lui non. Prix Nobel de la paix, c'est génial. Ok, donc après on part sur la guerre en Syrie. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est pareil, c'est la même chose que pour l'Irak, il y a des intérêts derrière. Al-Assad, c'est pas forcément un dictateur. C'est vrai que ça a commencé par des manifestations à l'époque, mais les Américains se sont engouffrés là-dedans. Il y a des gens qui sont partis, il y a eu des attentats chimiques et tout. Il y a des gens qui ont dit dans les manifestations, il y a des gens qui se sont glissés à l'intérieur, on ne savait pas c'était qui. Donc du coup, on peut tout le temps se poser la question, et c'est légitime, qu'est-ce qu'ils faisaient ces gars-là Al-Assad dit que c'est pas lui, les Américains disent que c'est pas eux, mais il y a des gros doutes à ce sujet. Et pour en venir à la guerre en Syrie, il faut se dire qu'il y avait des intérêts en commun que Assad, bien sûr, hein, les Américains veulent tout le temps, et les Occidentaux en général, hein, parce qu'il y a la France qui est derrière, l'Angleterre aussi, hein, ils aiment bien les présidents bien gentils, hein, on peut faire des pantins, on peut en faire ce qu'on veut, et Assad n'est pas un pantin. Assad n'est pas un pantin, et il a beaucoup, il est ami des Russes et de l'Iran, si je ne me trompe pas. Les Russes, c'est sûr, il me semble qu'il y a l'Iran aussi avec. Et apparemment, il a des pensées, il réfléchit, et il y a un gazéoduc qui devait passer, ça devait apporter du gaz pour les Turcs, pour l'Europe et tout. Il a changé d'idée, il a préféré privilégier ses accords avec la Russie et l'Iran, et du coup, les Américains se sont dit, bon non, c'est pas bon, parce que le pantin, il fait pas ce qu'on lui dit, du coup, il faut qu'on le renverse. Mais ils n'y arrivent pas.
Ils n'y arrivent pas, puisque les Russes, qui sont alliés de Al-Assad, lui donnent un coup de main. Lui donnent un coup de main. Donc voilà, on parle de cette guerre de Syrie, et on se dit, voilà, tout de suite, Al-Assad c'est un méchant. Voilà, Alors après, moi, pour vous faire un petit truc, enfin une petite lecture, alors attendez, si jamais j'arrive à le trouver. Euh, Ouais, il y avait des plans qui étaient mis en place déjà depuis un petit moment, donc je vais les citer, c'est pas trop long. Alors durant le mois de juin 2006, le lieutenant-colonel Ralph Peters, retraité de l'Académie nationale de guerre, révèle les arrière-pensées de Ritchie et Bush. Encore lui. Il publie dans les Armed Forces Journal une carte futuriste du Moyen-Orient établie selon les souhaits de Washington. La Turquie est amputée au profit d'un grand Kurdistan. L'Irak perd ses Kurdes et se voit divisé en un État chiite et un État sunnite. La Syrie est réduite à pas grand-chose. Le Pakistan perd le Baloutchistan et ainsi son port stratégique de Gwadar. L'Arabie Saoudite est fragmentée tandis que la Jordanie se gonfle, morcelée pour me régner. Une carte du même type a été publiée par le New York Times en septembre 2013. Pour préparer les esprits, sachant tout ceci, nous comprenons que l'actuelle explosion de l'Irak, de la Libye et de la Syrie et bientôt d'autres pays, question, ne constitue absolument pas une surprise. Donc il est parfaitement possible de comprendre le Moyen-Orient. Il suffit de fermer la télé et lire les choses sérieuses. Voilà, c'est des plans qui étaient déjà là depuis un petit moment. C'est pas des choses qui se décident finalement en 5 minutes. Et quand c'est manifeste, quand ça démarre finalement, peut-être que c'est pensé depuis 10-15 ans facilement. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte de... C'est un travail de longue haleine. Bien sûr. Cette logistique qui alimente des projets, du coup des projets sordides en final. Mais voilà, c'est pas des cons hein, qui sont... Non, c'est des cons quelque part, parce que c'est vrai que quand on voit, quand on voit Powell qui était venu avec sa fiole, là, machin, en disant que, en plus comment on dit ça, j'ai plus le mot, en se contredisant, on disait Saddam avait des armes de destruction massive, en fait il en a pas et tout, on disait que ces mecs-là sont pas futés non plus, mais ils ont des plans. Mais il y a une phrase finalement qui pourrait résumer ton discours. Il y a des proverbes simples qui sont tellement porteurs de sens. Ouais. Qui dit lorsque l'on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. C'est bête, Oui. mais c'est tellement vrai. Et on dit aussi un autre proverbe pour tuer le loup, les chiens se rallient entre eux. Ouais. Et pour moi, ça serait peut-être deux phrases qui concluent, mais qui pourraient aussi être en introduction de ton discours. Oui. C'est cette métaphore. Les dictons qui sont très simples comme ça, mais qui parlent de la vie en général. Et là, c'est complètement en écho dans ce schéma-là, finalement. Ouais. Il n'y a pas de vrais amis, au final, ou de faux ennemis. C'est les circonstances qui font que les opportunités malsaines, comme on dit, l'argent c'est l'art de la guerre, enfin tout ça, voilà. Ça se retrouve dans ce que tu dis. Donc en fait, voilà, s'il y a de l'argent derrière, et si jamais il y a moyen d'avoir du pouvoir, il n'y a plus rien qui tient, en fait. Hein. C'est ça, Parce ouais. c'est pas une question d'homme comment dire ça, avec une fierté, avec une noblesse, non, ça n'existe pas. Dans ce domaine-là, tout le monde est l'ennemi de tout le monde, on est prêt à se massacrer s'il le faut, les amitiés, ça tient moyennement. Al-Assad, il en paie le prix, parce qu'il est ami avec Poutine et tout, il en paie le prix. Si jamais il est encore là, c'est parce que Poutine tient la baraque aussi. Donc, quelque part, l'amitié lui sauve aussi un peu la vie. Mais le fait... Il faut que chacun ait des cordes à son arc pour l'autre, au final. Exactement. Donc il y a des alliances et des trucs comme ça, mais je veux dire, la plupart du temps, ça se retourne vite. Hein. C'est rare qu'il y en a qui soient nobles, on va dire, et fidèles, quoi. Et donc voilà, ce que je vous ai lu, c'était tiré de Jihad Made in USA, d'investigation. Hein. C'est vraiment, donc ils vendent des bouquins et tout. C'est des bouquins que je recommande sur leur site, ils en ont plein. Ils ont des trucs très bien sur l'Afrique, sur Trump, sur d'autres choses. Là, je voulais juste en venir, on parlait de Obama. Il faut se dire parce qu'en fait, il y en a qui se demandaient, parce qu'en fait, les djihadistes, hein, parce que c'est lié avec, hein, tout ça, ça va très bien aux Occidentaux. Les djihadistes sont déjà sur place. Ils font du boulot
à la place. Parce que là, ce qu'il faut se dire, c'est que quand Barack Obama est arrivé au pouvoir, il y a eu quand même il y a eu un fiasco quand même de la guerre en Irak et Afghanistan. Il y a plein de gens qui s'en sont détournés, qui ne sont pas aimés, ils ont dit c'est quoi cette guerre. Parce que c'est vrai que la plupart des gens y étaient pour, mais il y en a plein aussi qui avaient compris le truc, ils ont dit pourquoi vous allez là-bas. Donc il y a quand même une sale réputation qui se sont mis quand même, ils se sont mis un peu les gens à dos aussi. Voilà. Et du coup, ils ont mis un président black pour faire voir que voilà, pour changer, mais ça a changé absolument rien du tout pour les blacks. Ils continuent à se faire tabasser là-bas, il n'y a aucun souci si je tourne comme ça. Et du coup, c'est pas, si vous voulez, ils n'ont pas voulu faire de guerre directe en Syrie, parce qu'ils seraient partis là-bas. Ils seraient partis là-bas pour leurs intérêts. Du coup, mais ça ne veut pas dire qu'ils y ont renoncé. Ils ont fait un soft power, comme on dit en anglais. Au lieu d'envoyer des soldats, ils utilisent des troupes sur place. Voilà. Et voilà, les armées de fanatiques, les djihadistes et tout qui et tout, ça allait très bien. Donc ils les arment. Ils les arment et eux ils font la guerre entre eux. Les Français ils ont armé plein de terroristes là-bas en Syrie. Alors le problème après c'est quand ils reviennent et qu'ils pètent tout ici. Donc les gens disent ah là là et tout, on se fait massacrer, le Bataclan, machin et tout. Ouais mais ce qu'il faut se dire c'est que c'est à cause du gouvernement ça. C'est à cause du gouvernement. Parce que comme je viens de vous le dire, Obama et les autres présidents, Obama n'a pas été, les Américains n'ont pas été, puisqu'il y avait une mauvaise réputation, et donc ils sont servis des djihadistes là-bas qui étaient sur place, qui leur servent. Donc ces mecs-là, profs se battent pour un idéal, mais en fait, ils sont téléguidés. Hein. C'est la manipulation, ça va très bien pour les Américains. Les Français les armées, il y avait même un ministre, je ne sais plus qui avait dit que Daesh faisait du bon boulot, ou Al-Nusra, quelque chose comme ça. Il a dit à la télé, quoi. C'est vraiment clair et net. Le problème, c'est que des fois, il y a un retour de flamme. Les gars, ils reviennent, ils sont complètement perdus. Et retour de flamme, c'est les attentats qu'il y a eu à Londres, qu'il y a eu ici en France et tout. Et on se dit, ah, les terroristes et tout, oui, mais c'est les membres du gouvernement enfin, ça les arrange, qui se tuent, il y a le retour de bâton. Si jamais vraiment il y a un jour il y a un acte terroriste, quoi que ce soit, et que vous ayez, je sais pas, parce que vous y êtes une médaille, une Légion d'honneur ou je sais pas quoi, enfin franchement refusez-la. Parce qu'en fait, si jamais vous êtes victime ou vos parents sont victimes, vous dites directement que c'est le gouvernement qui en est responsable. C'est pas eux qui ont appuyé sur la détente, mais c'est eux qui ont initié, c'est eux qui ont allumé la mèche, quelque part. Et ça, c'est une vérité. Donc voilà. Et voilà, on parle beaucoup de terroristes, les gens ne comprennent pas et tout. Après, le sujet il est vaste aussi, hein, je peux que survoler. Je vais rester encore parler quelques minutes. Mais voilà. Après, il y a les enjeux, donc je vais vous parler un petit peu des enjeux. De toute façon, j'ai le bouquin sous les yeux pour que ce soit plus clair. Voilà, il y a le grand échiquier, comme on appelle là-bas. Ils aimeraient bien redessiner la carte du Moyen-Orient. Et il y a aussi un gazéoduc qui est un enjeu central en fait pour la Syrie. Donc voilà, il y a de l'énergie et il y a aussi ils cherchent à casser certains pays puisque derrière il doit y avoir le grand Israël et ça c'est un truc qu'il faut savoir aussi. Donc voilà, que ce soit il n'y a pas un angle, que ce soit clair, ce n'est pas juste un enjeu énergétique ou religieux, c'est même pas religieux en fait j'ai envie de dire. Au final, non. C'est religieux. Justement, je me rappelle d'une métaphore, enfin pas une métaphore, mais par exemple quand on était en plein dans ce conflit, donc voilà, il y a eu en septembre, effectivement. Donc après, on voyait la télé, les troupes américaines qui se préparaient pour aller en Afghanistan, en Irak, chercher Saddam Hussein, etc. Ouais. Et à un moment donné, donc il disait voilà l'islam, donc on te montrait par exemple des islamistes, un terroriste qui disait Dieu avec nous, machin, on va faire la guerre, les Américains. Mais les Américains, et notamment donc George Bush, qui disait Dieu est avec nous. Oui. Déjà, c'est assez étrange de réduire. Et là, je comprends. C'est les croisades, il a dit c'est une nouvelle croisade. Ceux qui se disent anti-religion, quand ils mettent en avant ça, ils ont à 200% raison. Si jamais on réfléchit. Voilà. Si c'était ça, oui. Pour te dire, par exemple, et puis même les gens, quand tu dis l'exemple avec Colin Powell avec la fiole, les gens prennent spontanément une information et ils peuvent croire sans même se remettre en question, pas tous mais beaucoup peut-être quand même. Et il y avait cette image donc l'impact de l'avion, donc les tours qui étaient tombées, puis une espèce de fumée noire, c'est tout qui bouille, donc t'as des matériaux plastique, tout ça, ça fait des fumées noires et tout. Et sur je sais plus quel journal américain, donc
prenait une photo de ça, et il disait on voit le visage de Satan. Et là, Oui. tu sais, c'est comme les nuages, tu as les nuages. Oui, bah, on peut voir des formes voilà. qu'on veut. Hein. Et c'est vrai que d'arriver à dire ça pour un journal dit officiel, passeur d'informations et de savoir, ça me fait un petit peu rire quand même. Voilà, Normal. donc, Ça, je te mais dis, pourtant, il n'y a rien de drôle puisque c'est pris au sérieux par des gens. Donc après, comment on monte des gens entre eux et par le biais de religion. On a eu l'occasion d'en parler dans les podcasts et c'est certainement des choses à redire tellement c'est vrai et que ça a des impacts sur les gens dans le monde entier finalement. Ouais. C'est pas les religions, mais on se sert de ça pour donner un appui à une image, à une guerre, à un propos, à ce qu'on veut. Mais c'est tristement célèbre ce principe-là. Exactement, comme tu dis, tristement célèbre. Et il y avait là, je voulais vous citer quelque chose en fait, parce que il y avait le facteur énergétique. Hein, énergétique, là il est bien déterminant. Il y a du gaz. Il y a du gaz en Syrie. Alors, c'est des gisements de gaz et de pétrole le long des. Alors, attendez, que je ne me trompe pas. Ouais, en 2010. Alors, attendez, côté syrien. Oui, alors il y a beaucoup de gaz en fait, hein. Il y a beaucoup de gaz et c'est ça aussi. Donc c'est pas juste. C'est parce que là, si jamais je vous reprends texto, alors le facteur énergétique est déterminant ici aussi. Il faut tout d'abord reconnaître que la Syrie n'a jamais été considérée comme un acteur de premier plan dans le monde de l'or noir. Voilà, c'est pas un pays qui a beaucoup de pétrole. Hein. Vers la fin des années 90, sa production a culminé à quelques 610 000 barils par jour avant de descendre à 400 000. Voilà, titre de comparaison, des pays comme l'Iran ou l'Irak, voilà, c'est des millions de barils par jour. Toutefois, la découverte récente de nouveaux gisements de gaz et de pétrole le long des côtes de la Méditerranée orientale pourrait bouleverser la donne. Alors, Israël, Liban, Syrie, Chypre sont concernés. Israël est le pays le plus avancé sur le sujet. Ils ont déjà entamé l'exploitation de gisements découverts en 2009. Voilà, il y a des milliards de mètres cubes. Alors, côté syrien, l'exploitation n'a pas été encore lancée, mais ils ont du gaz. Voilà. Tout ça, énergétique. Problème énergétique, problème on refait les cartes pour le Grand Israël. Et je voulais terminer, en fait, avec, si jamais je trouve une bonne info, c'était sur Daesh, en fait. Parce que ça aussi, hein, j'en avais déjà parlé tout à l'heure, on ne sait pas trop d'où ça sortait, mais juste pour vous dire que ça a été... ça arrangeait. Voilà, ça a arrangé qu'il soit là. Pourtant, il y en a qui disent, voilà, on paraît qu'elle a été sortie de nulle part, mais pas du tout en fait. Ce qui a créé ça, c'est le fruit de l'invasion de l'Irak par les États-Unis en fait. Alors dans un premier temps, la résistance aux troupes de Washington était principalement menée par d'anciens membres du parti Baas de Saddam Hussein, mais petit à petit, alors là je vous le lis, tout d'abord les États-Unis ont remplacé Saddam Hussein par un gouvernement dominé par des chiites proches de l'Iran, fortement opposé à Téhéran et à l'influence des chiites dans la région. L'Arabie Saoudite a alors favorisé l'intrusion de fanatiques sunnites au sein de la résistance irakienne. L'autre élément important, c'est la débaïtification de l'Irak, lancée par Paul Bremer, qui était en charge de la construction du pays. Vous voyez, c'est complexe. Ça vient déjà de la guerre de l'Irak, ça part tout là. Il y a des problèmes internes déjà, ça crée d'autres mouvements. Comme Daesh. Mais des fois, c'est des catalyseurs, c'est qu'il y a des problèmes qui existent en dehors de ça, mais ça va les rallier, c'est comme une énergie qui se nourrit d'une énergie secondaire finalement. Donc les conflits politiques locaux, et même qui ne se passent pas directement en Irak, peut-être qu'à un moment donné, tout ça va converger vers un prétexte plus vaste finalement. Ouais, mais du coup, le fait qu'il y avait une résistance qui était laïque, eh ben, en fait, elle a été éliminée au profit de groupes djihadistes. Et donc voilà, donc le fait d'avoir fait les guerres en Irak, tout ça, il y a des problèmes en interne déjà, et eux ils se servent de ça pour ça je dis qu'Obama n'a pas envoyé de troupes, il n'avait pas besoin. Alors, les Français en ont envoyé aussi, tout ça, mais je veux dire Daesh sur le terrain. Et après, on dit l'ennemi c'est Daesh, on s'en occupe, et c'est terminé. Après, ça a été quand même plus complexe que ça, puisque Assad est toujours là. Il est toujours là. Voilà. Les Russes sont venus s'en mêler, je pense que c'est finalement une bonne chose. Donc voilà, je suis peut-être un petit peu éparpillé, parce que c'est des sujets, ils sont vastes. Mais c'est juste parce que finalement, de s'éparpiller comme tu dis, mais c'est-à-dire que ça laisse la question ouverte dans le sens où il y a d'autres choses qu'on peut... C'est pas des sujets fermés, c'est pas clos, tu peux pas... Non, bien sûr. Et donc c'est ce qui les rend intéressants, il y a des choses à compléter, et puis je veux dire, si tu devais parler
et d'englober totalement ce qu'il y a à dire, tu ferais une thèse de doctorat que tu n'aurais pas fini. Bien sûr, c'est pour ça que je l'ai dit du début, voilà, c'est juste un survol, mais pour clore, je veux dire, voilà, attention, la télé, on balance des choses comme ça, et on a beaucoup qui le savent de plus en plus, mais ne mangez pas. Après, la théorie du complot aussi, il faut arrêter avec la théorie du complot, du genre, la Terre elle est plate, tout ça, ça déjà, je veux dire, c'est bon, ça tue la théorie du complot, il faut juste être intelligent, réfléchir un petit peu et se mettre se prendre un peu de recul. Juste un peu de recul. Ça ne veut pas dire que toutes les informations qu'on nous donne, elles sont fausses. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire à qui elles peuvent profiter. Et est-ce que le sens dans lequel on a tourné l'info, est-ce que c'est celui-là? Est-ce que c'est celui-là? Voilà. Est-ce qu'il y a des attentats, qu'il y a une explosion et tout? Oui, ça vient le. Oui, il y a bien des gens qui sont morts. Le problème, il n'est pas là. C'est qui? Qui a vraiment fait ça? Pourquoi ils ont vraiment fait ça? Voilà, on a le droit de se poser des questions. En fait, c'est la logique, se poser des questions, ne pas manger ça comme ça et tout. Donc voilà, c'était pour parler au nom des milliers de personnes qui sont mortes pour de l'argent. Qui sont mortes pour de l'argent. Parce qu'après, je vous dis, hein, si jamais, moi, pendant longtemps, j'ai cru que les Américains, les Occidentaux en général, c'était pour une guerre contre l'islam, entre guillemets, mais on se dit qu'ils sont vraiment potes avec les Saoudiens. Et du coup, ça colle pas, ça colle pas. Du coup, on se dit, non, c'est pas l'islam le problème. Eux, c'est pas un problème, du moment qu'ils ont du pétrole, il n'y a aucun souci. Non, c'est surtout les intérêts. Les intérêts qu'il y a derrière. Donc voilà, attention, ils sont prêts à déclencher des guerres et à tuer des milliers de personnes pour du pétrole, pour des intérêts, pour redessiner des pays, pour installer d'autres pays à la place. Je vous ai dit, le Grand Israël, ça c'est un vrai projet. C'est un vrai projet. C'est pas un truc du genre, oui, complotiste, anti-juif, machin, c'est des conneries. Non, c'est vrai. Il y a des preuves à l'appui en fait. Après, il faut les chercher. Mais un gars comme Julian Assange, qui est le fondateur de Wikileaks, qui va aller là sûrement en prison, je ne sais même pas s'il serait exécuté, il a avancé des preuves parce qu'on ne peut pas faire des guerres, tout ça, sans laisser de preuves en fait. Il faut des dossiers, ça passe par certaines personnes, il y a tout le temps des preuves matérielles de projets qu'on va faire. Et il y en a, ils le piratent et on le sait. Il y en a, on le sait. Et des fois, ils se contredisent même eux-mêmes. Je parlais du missile dans le Pentagone, où je parlais des armes de destruction massive. Ils l'ont dit eux-mêmes, ils se sont désavoués eux-mêmes en fait en disant qu'il n'y en avait pas. Donc à partir de là, vous pouvez vous dire, oui, évidemment, ce qu'on nous dit, même eux, ils peuvent changer d'avis, vous dire qu'en fait ce qu'ils ont dit, c'était pas vrai. Donc voilà, il ne faut pas le prendre pour argent comptant, hein, tout ce qu'on dit, voilà. C'est pour ça, attention, la formation, cruciale, réfléchir un petit peu, crucial, et surtout militer contre ces guerres cruciales. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de dire, non, moi je suis contre ça, si jamais tu es pour Al-Assad, t'es pas contre Al-Assad, tu es pour un dictateur. Non, je suis pas pour, je suis pas contre non plus. Et là, ce qui sera intéressant, du coup, donc voilà, là, tu as présenté un sujet quand même captivant, et donc on compte aussi un petit peu sur donc le préciser, donc par rapport aux auditeurs qui n'hésitent pas à mettre leurs propres commentaires, s'ils ont des informations complémentaires à les mettre aussi, Ouais. quels que soient les podcasts qu'on présente, hein, je dis ça du coup de façon générale pour l'ensemble des podcasts, que les sujets sont jamais clos. On amène des choses par rapport à nos connaissances à nous qui sont modestes. Hein. Bien sûr, Là, on n'est pas de spécialiste. Et les commentaires, même si les gens ne sont pas donc, de l'avis de ce qui a été dit, mais proposer des choses créatives qui permettent de relancer les discours, de compléter, voilà, que ce soit j'ai envie de dire, une nourriture intellectuelle pour tous. C'est ça, voilà. Et les commentaires de certains profitent à d'autres auditeurs qui peuvent voir ce qui a été dit, etc. Donc j'encourage à que chacun donne son opinion, et ceci pour l'ensemble des podcasts. Voilà. Ouais, j'aurais pas dit mieux. Donc voilà, je vous dis à la prochaine, j'espère que ça vous a plu. À bientôt.